tout le monde. Merci de vous être joints à nous pendant ces sessions. Tania et moi, aujourd'hui, nous allons parler de choisir et de gérer un comité consultatif d'industrie. Et c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir. C'est une obligation de ceux qui nous financent, mais qui a d'autres avantages aussi. Alors, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ça nous prend un comité consultatif, le processus pour en choisir un? Ça, c'est unique parce que nous sommes deux ici, un qui est un nouveau attaque et l'autre qui est au milieu du chemin. Ça serait moi, l'avenant d'une institution où nous avons un centre d'innovation qui est maintenant dans sa septième, huitième année, nous-mêmes dans notre sixième année, et Tania qui, je crois, vient de terminer sa première année. Bon, félicitations. Alors, oui, alors, comité consultatif industriel. Bon, on va vous donner un exemple d'exercice de recrutement et quelqu'un va partager avec nous des événements qui se sont produits en mai, octobre, puis on va parler de la gouvernance au comité, de rapport au comité, quoi éviter et les défis de la vie réelle. Alors, en première partie, nous allons vous offrir une présentation un peu plus formelle, mais sentez-vous bien à l'aise d'y répondre, de faire vos commentaires dans le clavardage, le chat. Et puis par la suite, on pourra répondre à vos questions. On a le temps que nous avons, qui est quoi, de 40 minutes maintenant, 39 minutes. Alors, nous allons mettre la base et puis on ajoutera le reste selon vos questions. Alors voilà, je remets le micro à Tania. Lyndon et moi, nous aimons beaucoup les conversations. Si on pouvait rendre ceci le plus interactif possible, on aimerait entendre vos histoires, vos succès ou vos manques de succès. Sentez-vous bien à l'aise de partager vos opinions, vos histoires quand nous serons à la fin de cette présentation. Enfin, que ce ne soit pas unidirectionnel. Alors, commençons. Pourquoi est-ce que ça vous prend un conseil? Ben oui, selon notre mandat, mais au-delà de l'aspect réglementaire, hein, parce que ça nous aide à nous guider là où on va et de s'assurer que l'on perd pour rencontrer les objectifs de notre TAC et nous permet d'être transparent, de savoir ce que l'on fait et que n'est pas complètement guidé par les directives de votre collège, de votre partie prenant unique, s'il y en a un, et donc s'assurer que le TAC fonctionne en représentant également, on a parlé de EDI, c'est quelque chose dont on parlera peut-être en développant le conseil, non seulement du point de vue de EDI, mais en termes de qui sont tous vos parties prenantes dans la communauté. Et aussi que vous restiez responsable avec vos finances, que vous soyez responsable de cela, et imputable, que vous soyez juste, et parce que nous sommes l'opération publique, il nous faut nous assurer d'opérer avec le public, mais aussi que nous sommes dignes de confiance dans la façon dont nous gérons les affaires. Et je sais, j'ai entendu des enjeux auparavant sur le financement de TAC qui va directement dans l'opération du collège et d'opérer sous l'espace du collège. J'ai entendu ces histoires. Alors, s'il y a d'autres partages de ce genre de choses, oui, c'est peut-être une note historique, ce n'est peut-être plus ce qui se passe, mais c'est bon de le savoir. Alors, nous allons parler un peu comment on choisit un IAC, un Industry Advisory Committee, comité consultatif industriel. Alors, chaque groupe aura des aptitudes différentes requises, au point de vue gouvernemental, financier, tactique, qui était exigé dans vos communautés et votre besoin envers le marché, de vous assurer que l'industrie soit bien représentée parce que nous sommes ici pour aider des petites, moyennes et grandes entreprises dans cet espace. Leurs voix doivent être entendues, peut-être pas vos clients, mais certainement le point de vue de l'industrie. Et l'autre chose dont nous allons parler, c'est de faire attention des conflits d'intérêts, comment gérer
ces conflits d'intérêts avec des clients qui sont là pour tirer profit de leur commerce personnel dans leur contact avec TAC en plus d'être client. Et puis, nous allons parler, Lyndon et moi, de la façon dont ils différencient entre une place avec vote et une place sans vote. Alors, une des choses que l'on cherche toujours à faire pour ceux d'entre nous qui sommes dans des collèges et ceux qui sont des corporations à but non lucratif, mais alignées d'une certaine façon avec des collèges, c'est de s'assurer d'avoir l'appui du monde académique. Et éventuellement, ceci devient important dans l'organisation des TAC qui sont dans les collèges, parce que parfois, si vous êtes assez petit, ça vous prendra ces chercheurs, ces membres de faculté pour vous appuyer dans ce que vous faites. Alors, pour nous, tous nos centres sont situés dans des collèges, mais nous sommes toujours à l'affût de façon de renforcer les relations et un comité de consultatif industriel se tourne toujours vers l'industrie, les IAC, et c'est quelque chose que l'on peut développer à l'interne. Alors, il y a quelques années, même si nous avions de bonnes relations avec notre institut, on a décidé d'ajouter un siège académique sans vote sur le comité. Donc, de cette façon, qu'on ait un point de contact avec le doyen. C'est quelque chose que l'on peut structurer où l'on est en contrôle du groupe de personnes, de la cohorte, qui vient du monde académique, sans leur marcher donc sur les orteils, et qu'ils nous aident à leur tour à nous identifier une personne clé qui pourrait siéger sur le comité et amener de la valeur tout en remplissant le mandat euh, obligatoire réglementaire parce qu'il faut nous assurer simplement de ne pas peupler ces comités de gens, d'administrateurs de collège, membres de la faculté du collège, etc. Alors, c'est quelque chose à considérer. C'est donc l'idée de développer des relations et que vous avez ces membres de la faculté qui sont en liaison avec l'industrie, ça devient des champions pour vous, pour qu'ils peuvent se trouver plus près de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Ben, merci. Je crois, c'est toi ou moi, ça. Ben, je peux continuer, oui, choisir les membres du IAC. Alors, pour ce conseil, nous allons faire un exercice bientôt, mais dans ce processus, il faut savoir et vraiment écrire les aptitudes dont vous avez besoin et de l'identifier à l'avance en termes de l'espace légal, la gouvernance, l'aspect financier, qu'est-ce qu'il vous faut véritablement sur votre conseil? Et bon, aujourd'hui, quand je regarde ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est différent de ce qui m'a été présenté quand je me suis joint au collège Red Deer. Et ils m'ont dit, bon, voici la ville de gens qui vont siéger sur votre conseil. Et en regardant cela, ce n'est pas un processus qui a très bien aidé à identifier les connaissances et les habiletés dont nous aurions besoin. Alors, qu'est-ce qui t'apporte à la table, ces candidats, parce qu'ils sont ici pour guider la direction du TAC et de pouvoir vous donner leur point de vue et vous aider dans vos décisions. Alors, est-ce qu'ils peuvent accomplir cela? Est-ce qu'ils peuvent amener des habiletés que vous ne possédez pas? Et il faut bien sûr qu'il y ait beaucoup de planification quand on réunit des gens et s'assurer que tout le monde ait les outils dont ils ont besoin pour prendre les décisions qu'ils puissent, quand ils s'engagent à participer à votre conseil. Alors, bon, on parle ici de dupliquer des habiletés parce que il y a peut-être des amis à qui on a promis certaines positions, postes, ou qui ont un focus TAC très restreint. Comment s'assurer de ne pas avoir les mêmes personnes avec les mêmes habiletés qui siègent à votre conseil? Et l'autre chose, ben, on n'a pas le choix. Les gens ont des personnalités différentes. Et s'il y a des relations existantes qui pourraient rendre cela possible, que ben, vous n'aurez pas la bonne valeur de votre conseil. On s'assurer que tout le monde soit professionnel, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça ne devrait pas empêcher le bon fonctionnement de vos conseils, mais
Il faut protéger l'espace dans lequel on travaille. Alors, quelque chose à réfléchir quand on choisit son conseil. Merci, Tania, Tonia. Bon, maintenant, oui, on parle d'éviter la duplication d'habileté. Quand on choisit son comité, il est important de changer aux différents thèmes ou zones où on a besoin d'appui. Par exemple, des zones de stratégie, mais aussi, oui, la stratégie est importante, mais est-ce qu'il y a des systèmes d'appui dont j'ai besoin de gens qui ont des habiletés en opération, en gouvernance? Si quelqu'un a beaucoup d'habiletés en gouvernance, bien peut-être qu'on pourrait leur demander d'être président, hein, du moment qu'ils ont la personnalité pour cela. Planification financière, toujours bon de trouver un comptable ou quelqu'un qui a des habiletés de comptable pour qu'il puisse vous conseiller dans la façon de faire. Développement d'affaires, ça c'est énorme, avantageux pour vous de cultiver des champions, des ambassadeurs sur votre comité consultatif parce que ils peuvent faire partie importante de votre lead, de votre réseau de génération de contacts et bien sûr le marketing et la promotion qui va de pair. Ce que je vais vous montrer ici, c'est un exemple d'exercice de recrutement. On a eu la chance d'avoir la permission de Peter Lawson de partager cela alors qu'il travaillait au centre pour l'intégration. Bon, je sais qu'il est maintenant dans un rôle différent, bon, mais la réalité est que bon, je l'ai contacté parce que c'est un outil excellent qui nous a été très utile. La partie qui était intéressante, c'est cet outil cette matrice de compétences. On en revient à ces différentes habiletés, de prendre le temps requis pour identifier nos besoins correctement et de commencer à filtrer un peu les différents candidats qui pourraient euh, répondre aux idées que vous avez. Alors, donc, cet outil de compétences, cette matrice de compétences, là, vous pouvez voir les différents besoins, par exemple, et nous avons à droite les différents candidats. C'est un système de code, de couleurs. Alors, on peut dire, bon, donc, dans l'exemple de restaurant, on a les cocktails, service à la clientèle, la cuisine, système de points de vente et opération administration. Et quand on regarde nos candidats, il y en a qui n'ont aucune expérience dans certains domaines, il y en a qui ont beaucoup de chevauchements. Donc, en identifiant où il y a ces compétences, ces chevauchements, de le faire de cette façon-là nous aide à mieux comprendre où sont les similarités et les différences. Et en y pensant à l'avance, cela peut vous aider alors que vous allez impliquer différentes personnes dans différents rôles et voir qui doit aller à, où, à qui on pourrait faire appel de façon plus spécialisée, sans qu'il y ait des problèmes de dynamique de groupe. Et peut-être, on veut que quelqu'un, si on veut que quelqu'un remplisse un espace de cocktail, mais on aimerait, qui aimerait peut-être aller dans la cuisine, mais bon, il y a déjà quelqu'un. Enfin, disons que vous mettez quelqu'un dans la mauvaise chaise parce que vous n'y avez pas pensé à l'avance afin de vous assurer qui fait partie de votre univers potentiel, de vos choix que vous avez à votre disposition. Et vous trouverez que ce n'est pas toujours si facile. Il y a bien des gens qui ont les mêmes habiletés. Et là, il faudra vous demander, bon, ben, je fais quoi? Qui va faire la cuisine, hein? Ou là, dans ce cas-ci, qui va m'aider sur une planification financière, tout en rouge en bas. Alors, il y a beaucoup de gens d'un côté stratégie, mais où est-ce que je peux trouver ces personnes-là? Alors, cet exercice, en partie, vous avez ces différents exemples de différentes personnes, mais en passant à travers un exercice quant à comment trouver la bonne personne dans ces différentes catégories. Vous pouvez le faire en faisant de la recherche à l'avance. Souvent, on peut trouver ces gens, leurs habiletés, leurs passions, tout ça. On peut le faire sur LinkedIn, différentes sortes de sources, amener ça à un autre niveau où vous créez toujours ce mini profil. Donc, et passer à travers cet exercice qu'on a vu plus tôt et
en consultation avec vos collègues, ça. Ou si vous avez une toute petite équipe, les autres joueurs clés. Parce que ce n'est pas toujours pour la valeur d'instruire les valeurs des centres technologiques, mais plutôt de voir comment vous pouvez avoir l'appui et répartir cela dans différentes opportunités avec le reste de l'équipe. Alors, je crois que ça, c'est la diapo numéro 10. Alors, je vais commencer là. Mais à un moment donné, je vais vouloir répondre à certaines des questions que nous avons. Et important à prendre en considération de s'assurer qu'il n'y a pas une question de contrôle dans les MTC, les collèges, qu'il n'y ait pas de conflit, de s'assurer l'indépendance quand il y a des problèmes avec les MTC, que ça n'affectera pas le collège. Bon, alors ce dont on parle ici, un comité consultatif industriel n'étant pas un conseil d'administrateurs, vous avez un conseil, mais ça c'est un comité de consultatif, ce n'est pas un comité de gouvernance d'administrateurs. Donc c'est un groupe spécifique qui est impliqué d'abord parce qu'il y a certains mandats et aussi parce que si ce n'est pas mandaté, on veut établir, tirer profit des liens avec l'industrie et de l'appui, de leadership, de mentorat, de conseils sur lesquels on peut se fier par ce centre de leadership euh, et de s'assurer que cela filtre à travers les différents niveaux de ce centre d'accès technologique. Alors, à l'intérieur des opérations de collège, bon, c'est pas comme un conseil de directeur qui nous dira pas quoi faire, mais ce sera donc un groupe consultatif qui pourra vous aider à utiliser les fonds, mais c'est encore plus compliqué que cela, plus complexe, de s'assurer donc que tout soit bien clair, qu'il n'y ait pas de surprise du début. On ne recrute pas des gens à des postes où ils vont être des directeurs. C'est dans une capacité volontaire et c'est là où la partie de bien reconnaître les attributs, ce que les personnes peuvent contribuer, pourrait nous aider à avoir tiré le plus grand profit de notre comité. Tania, oui, vous avez parlé des termes de référence, les TOR. C'est quelque chose que j'ai eu à développer à partir de plusieurs documents, à partir de 0 100 gabarit. Certaines institutions n'avaient pas des termes de référence spécifiques, donc il fallait que je regarde toute une gamme de termes de référence existantes. Je n'étais pas tout à fait sûr après plusieurs petites conversations. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des termes de référence standardisés? Est-ce que ça pourrait être quelque chose que les taxes apprécieraient comme élément commun ou est-ce qu'il y a trop de variations dans cet espace, trop de différences entre les taxes pour avoir ce genre de document? euh, et oui, on voit qu'il y a aussi ces accords de confidentialité. Alors, est-ce que cela peut être standardisé ou est-ce que les institutions diffèrent et, ou est-ce que ces différentes institutions ont déjà ces documents dans leur manuel? Bon, ben, je peux vous dire nous ce qu'on a et on peut se tourner vers le public, ceux qui participent ici, voir s'ils ont des commentaires à partager. Il y a des termes et conditions que nous avons, qui établit, voici les standards minimums qu'il nous faut sur un conseil consultatif. On a pris cela et à partir de là, on a déterminé nos termes de référence. On s'est ajouté quelques éléments du point de vue administratif et gouvernance, comme le nombre de réunions, les rôles, responsabilités, les engagements, etc. On a développé cela et j'ai bénéficié du fait qu'il y en avait un qui existait déjà dans notre centre d'innovation et j'ai ajouté quelques éléments et je serais très heureux de partager cela avec vous. C'est assez standard comme document que nous avons. Y a-t-il quelqu'un
à l'écoute qui a eu une expérience différente. Eh bien, ouais, je pourrais prendre la parole. Tonia, tu as dit plutôt que tu as hérité d'un conseil. Je crois que nous avons la même chose, un conseil, non seulement un conseil, mais les documents. Alors ça, c'est une question pour les attaques, et ça l'a été pour nous, parce que nous avons hérité non seulement d'un conseil, mais beaucoup de processus orientés vers le collège, les griefs, etc. On a essayé de travailler avec eux, mais nous avons du mal avec la composition de ce conseil, aussi ce mélange de processus du collège et qu'est-ce qui devrait fonctionner mieux de la part d'un conseil consultatif. Bien, le collège à leur propre processus de comité. Ils ont les règles pour leur comité et leurs réunions qui ne fonctionnent pas pour un conseil consultatif industriel. Alors, c'était le seul document que j'avais, c'était cette convention collective, genre de comité syndical, comme une structure syndicale finalement, que dont j'ai pas pu me servir. Et finalement, je me suis fié à d'autres membres euh, du conseil, à m'amener des documents qu'ils pouvaient avoir en leur possession. Moi, je suis pas une personne de gouvernance, personne ne m'a rien dit, mais oui, j'ai quelques documents que je serais heureuse de partager parce que je trouve que, dans ce que je fais, les documents, les politiques, les procédures du collège ne fonctionnent pas vraiment. Ça n'entre pas dans ce cadre. Ce n'est pas un comité d'érudits, de collégial à ce niveau-là. Oui, je peux ressortir cela, mais je crois qu'on a encore quelques diapos et on pourrait aussi parler de dysfonction. Hein. On veut commencer à en parler, voir un peu comment renvoyer son conseil et recommencer à nouveau quand il devient trop dysfonctionnel. Oui, certainement. Une des choses qu'il faut reconnaître, c'est que éventuellement, si vous êtes dans une situation comme celle-ci, regardez les termes et conditions que vous avez de votre fondateur. Right? Et donc, vous devez rencontrer les obligations de votre fondateur ou de votre groupe qui vous finance. Alors, oui, oui, nous sommes partis du collège, mais non du côté académique. Alors, c'est ce que notre financier exige. Ça dit qui n'est pas supposé être sur le conseil, ça le dit clairement. Peut-être ça pourra vous donner un certain niveau d'autonomie relative, dire, bon, on ne regarde pas une situation où c'est un comité administratif. Ça, c'est avec ses objectifs. Il faut qu'on ait des gens de l'industrie. Ils doivent remplir leurs obligations d'endossement. C'est une arène de conseil stratégique et ça peut vous aider en développant ces termes et conditions de vous dire, bon, donnez-moi tout ce que vous avez et je prendrai ce qui est approprié à partir de ces documents et vous pourrez là créer quelque chose de plus fonctionnel, de plus facile à gérer dans votre environnement. Mais ça dit clairement que le comité consultatif industriel est pour l'industrie et non pas doit être rempli de membres du collège. Ah bon, l'autre chose, nous avons rapport au comité. Veux-tu en parler, Tonia, ou veux-tu passer plus rapidement? Ouais, on peut. Ben, OK, à toi d'abord, non? Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. OK, d'accord. J'ai mes notes devant moi. Euh, oui, bon, on peut déjà commencer à introduire la dysfonction. Qu'est-ce que vous voulez ressortir de vos réunions? De vous assurer quels sont les objectifs, que le comité le sache à l'avance, qu'est-ce que vous voulez retirer de cette réunion et de leur donner ces procès-verbaux pour qu'ils puissent faire le suivi. Et vous voulez qu'ils vous donnent leurs intrants, leurs commentaires. Mais moi, je dois guider le conseil pour en arriver à cet espace pour qu'il soit impliqué. Et la plupart de mes réunions, donc, sont un peu comme ici, mais avec Clinton qui est ici, où j'ai préparé cette magnifique présentation de mes mesures, de mes finances, de tout cet espace.
Alors, voici, est-ce que je devrais faire ceci ou cela? Alors, je n'ai pas de réponse claire. Il faut que donc je trouve une autre façon d'impliquer mon conseil pour les mettre sur la bonne voie. Et je passe maintenant plus de temps un à un, personne à personne, une personne seule avec trois personnes, mais c'est ma façon d'obtenir les informations. Alors ça en revient à mon conseil dysfonctionnel de 11 membres votants. Hein? Wow! Comme on n'en a pas parlé, combien de gens siègent sur le conseil? Moi, j'ai 11 membres votants et 2 non-votants, ce qui est bien trop grand, trop gros pour que l'on puisse faire quoi que ce soit. Alors voilà, c'est ce que l'on m'a mis entre les mains. Alors, continuons, parce que nous allons parler de planification stratégie et nous allons parler d'un champion représentant. Alors là, les attentes, peut-être qu'il y en a trop peu ou il peut y en avoir trop d'attentes. Alors, si on ne peut pas avoir un quorum, on ne peut pas prendre de décision. Euh, alors, selon mon expérience, c'est une situation spécifique, mais qui évolue avec le temps. Alors, donne-moi. Alors, j'ai hérité d'un comité. C'était un comité de centre que, bon, j'ai la chance de mener. Je suis à la tête, mais il y a des différents financiers qui sont sur MCERC, etc. Et des conseillers, mais des gens qui peuvent donner de leur temps et aider à établir ses contacts avec les gens de l'industrie. Il y en a un qui venait de façon constante, et bon, les autres, ça serait un jour telle personne ou une personne qui vient un trimestre et pas l'autre. Mais j'ai pu évoluer tout cela avec le temps. Mais une chose qui est importante, c'est de s'assurer que les attentes soient claires. Oui, vous pouvez l'avoir dans vos termes de référence, mais ce n'est pas un conseil, c'est un comité consultatif, ce n'est pas un conseil d'administrateur. Donc, c'est votre travail en tant que leader de cette organisation, hein, de centrer l'organisation dans un macrocosme et c'est votre travail de développer ces relations et d'opérer, de gérer, de s'assurer que ça fonctionne bien. C'est une grosse tâche. Et présentement, Tonia, nous avons maintenant 12 membres du comité consultatif industriel et ça nous prend un quorum de 7. Mais on a évolué au fil des ans. La raison pour laquelle nous avons ce nombre, c'est à cause des différents types d'industries qui se présenteront. Ce sont des membres fiables. Et nous avons aussi des délégués. Alors, une autre façon de contourner le quorum, si chaque personne que vous recrutez, vous ciblez une organisation et que parmi cette organisation, que vous pouvez cibler des gens qui peuvent envoyer un délégué, parce que ça peut nous aider en difficulté de quorum. Et aussi de donner une certaine flexibilité dans les termes de référence, que d'avoir deux délégués qui pourraient se présenter ou un délégué et accompagné qui pourrait voter. Et ça nous a sauvé la vie. Bon, et écoutez, ils sont là et donc ils s'inquiètent de faire un bon travail. C'est assez diversifié que nous aurons, oui, des conseils venant de personnes différentes. Moi, j'évite les personnes qui travaillent dans la politique. Ce n'est pas un comité politique. Nous avons un membre qui est conseiller présentement, qui s'est intégré au groupe, mais en général, on veut éviter les politiciens parce qu'il y a toujours la possibilité que ce soit mal perçu, qu'il y ait des agendas, et bien sûr le népotisme et la politique des petits amis. Si on est un petit groupe et que vous avez un petit groupe d'industrie, vous êtes dans une communauté qui est assez serrée, vous allez avoir des gens qui vont se connaître. Alors, il faut éviter de réunir trop d'amis ou de laisser les gens amener leurs amis dans le groupe. Et oui, et l'autre aspect, c'est la dynamique d'entrer dans ces espaces. Il y a tellement d'histoires dans ces petites communautés. Bon, il y en a qui vont dire non, moi je ne vais jamais travailler avec cette personne, moi je vais m'occuper de mon propre commerce, lui il a un commerce qui est concurrentiel. Alors ben, oui, il peut y avoir des différends et ça se passe dans des centres urbains autant que dans
région rurale, mais je le remarque un peu plus dans les centres régionaux ou ruraux plutôt qu'urbains. Urbains, on peut plus ou moins se cacher, où il y a suffisamment de gens hein, d'où on peut choisir, mais quand c'est plus restreint, c'est plus difficile de survivre à ces drames. Bon, c'est une conversation un peu difficile à tenir ici. Non, c'est tout à fait acceptable. Et Andrew qui mentionne encore que souvent les membres du collège tendent euh, à effacer un peu, mettre en arrière-plan les gens qui contribuent de l'industrie. Alors, à ce moment-là, revenez aux termes et conditions de NSERC et de retirer les phrases clés qui vous permettraient de réagir. Et aussi, vous devriez peut-être travailler à trouver un président différent. Moi, je fais ceci depuis 5 ans. Je suis passé à travers 3 évolutions du comité et, et j'ai mené ce processus, mais ça m'a pris 3 ans et demi en arriver au point où nous en sommes maintenant, où j'ai pu choisir le président du conseil, du comité, en fait, qui avait les attitudes, l'attitude, les connaissances et l'historique. Et j'ai travaillé avec d'autres membres qui m'ont aidé à trouver des membres représentants de l'industrie. Mais toutes ces choses dont nous parlons ici demandent beaucoup de travail et j'ai entrepris cela un peu comme partie personnelle de mon travail. Hein, où 20% de mon travail doit être la maintenance de ce comité consultatif, parce que éventuellement, si vous pouvez réunir ces gens et faire en sorte que ça mène à des opportunités et les convertir en champions, en ambassadeurs, ben vous faites votre travail en même temps. Vous n'êtes pas concentré dans un seul domaine qui est bon de travailler avec du mal avec un comité, mais non, vous avez aussi des options sur vos opérations. Mais écoutez, j'ai ce même espace où quand il y a une question posée, il y en a toujours qui sont toujours les premiers à répondre très fort et très longuement. Et les gens de l'industrie disent, ah, bon, OK. Mais absolument, oui. C'est une sorte d'autorité parce que notre conseil, et tu as raison, Lyndon, on est très nombreux. Ce n'est pas seulement des membres académiques d'université, par exemple. Nous avons aussi des scientifiques du gouvernement hein, qui ont cette aura d'autorité aussi. Alors, donc, tu as raison, Antonia. Les membres de l'industrie tendent, OK, à s'y référer et à laisser faire. Alors, c'est un long cheminement, mais de nettoyer la maison, euh, et quand je parle de ce que j'ai réussi à faire, qui n'est pas parfait, mais c'est le mieux que ça a jamais été. En fait, c'est très bon. Moi, je dirais que c'est bon. Mais certainement, il y a des choses qu'on peut encore changer, mais ça a pris longtemps, et ça a pris longtemps parce que j'approche là d'une façon où je ne m'inquiète pas à parler franchement aux gens, mais je veux aussi maintenir quand même une bonne relation. Alors, je parle ouvertement, même si ça ne leur fait pas toujours plaisir. Alors, j'avais les termes de référence en place. C'était pas toujours très clair comme terme, mais c'était suffisamment clair que je puisse naviguer à l'intérieur des paramètres. Donc, je suis à la tête de l'organisation, je suis à la tête de l'IAC avec le président, mais j'ai pu donc garder 2 échéanciers et amener de nouvelles personnes, trouver une façon de réunir ce comité où chacun a un rôle important à jouer et pour différentes raisons. Alors, on commence là à aller dans une direction où on établit les attentes, les gens comprennent que c'est consultatif, qu'il y a une très bonne raison pour cela. Si l'on commence à changer comment l'on travaille avec le comité, où vous avez un directeur, un centre ou quoi, un rapport, et bon, puis après, on dit voilà un programme qui définit les choses importantes, où c'est toute la planification stratégique et où vous voulez extraire la connaissance que vous pouvez utiliser d'un point de vue stratégique. Through and implement.
et des choses avec lesquelles vous pouvez travailler et mettre en œuvre. Il y a des gens qui ne pourront pas s'intégrer à cela parce que ils vont partir sur une tangente. Il faut quelqu'un qui a un point de vue plus élevé, de plus haut niveau, mais il faut trouver ses champions. Peut-être que votre président, peut-être un champion ou la personne à qui vous faites rapport, qui peut dire, moi, voici le plan pour impliquer votre comité un peu plus, personne ne va être insulté, mais bon, il y a trop de gens du côté scientifique. Mais vous pouvez dire, OK, les chercheurs scientifiques d'une organisation gouvernementale, d'accord, y a-t-il un développeur d'affaires pour cette organisation? De les faire siéger à eux sur le comité également. Alors, dans un petit environnement, il faut faire attention à ne pas brûler ces ponts de gens sur lesquels vous fiez dans votre écosystème et de trouver des personnes appropriées sur le comité. Et puis, le leadership de ce groupe ne va pas penser, bon, il ne nous laisse pas de côté, simplement que ce n'est pas oui, si on a un deuxième comité, on mettra quelqu'un sur le comité technique, parce que là, c'est là qu'ils peuvent briller. Mais là, si la personne n'est pas la bonne personne pour le travail, ils seront aussi frustrés que vous le serez. Voilà, ça, c'est ce qui peut aider. Moi, je fais appel à ma présidente. Elle vient ici au collège la semaine prochaine pour toute une matinée. Ils ne sont jamais venus auparavant. Plusieurs des membres de mon conseil. La première question, est-ce que je devrais faire de la représentation pour vous? Oui, vous n'avez pas lu les termes de référence? Il y en a qui ne comprennent pas le contexte. C'est des scientifiques, mais ils ne l'ont pas lu, le contexte. Alors, il faut leur demander de relire le document. Alors, mais je vais m'asseoir avec la présidente la semaine prochaine. Nous allons passer à travers tout cet espace et elle va être la personne qui va m'appuyer lors de la prochaine réunion pour s'assurer que ces éléments à livrer soient clairement identifiés, qui va les livrer et qui sont les non-participants. Ce sera beaucoup plus facile de s'en débarrasser et par la suite de se réoutiller pour remplir les places laissées vides. Alors, ça va être une réunion clé pour identifier 3 éléments clés que l'on veut retirer de cette réunion avant la réunion sur la révision financière. Euh, il va nous falloir, enfin, nous n'aurons pas le temps si on ne fait pas cela tout de suite d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se sentir lésés? Peut-être, parce qu'on leur avait promis qu'ils allaient siéger sur ce conseil prestigieux, mais bon, parfois, ça ne marche pas. Alors, l'aspect confidentialité. Quand vous avez tous ces chercheurs, souvent, ils se font concurrence, hein, ils se disent du mal les uns des autres. Alors, comment savoir qui travaille vraiment avec vous et qui essaye de retirer de l'information de vous pour qu'ils puissent développer leur propre programme? Et ça se produit. Ça s'est produit dans mon conseil, mon comité. Alors, il faut que j'y fasse attention. Parce qu'ils vont voler certains éléments. Alors, on a un accord de confidentialité et j'ai planté des graines que j'ai entendues d'une autre source et je sais que c'était la seule façon qu'ils auraient pu le savoir. Comment ça peut se produire? Alors, il faut que je fasse le ménage et que je me reconcentre, mais je vais le faire de façon stratégique plutôt que d'une façon malicieuse, en me concentrant sur les besoins dont j'aurai besoin à l'avenir. Ça va être industrie régionale, un peu technique et certainement gouvernance financière. Ce sont là les éléments pour notre TAC. Nous avons rencontré toutes nos mesures, sauf l'aspect financier. Bon, peut-être qu'il faut qu'on facture plus, qu'on fasse payer plus. Merci pour la bonne stratégie. Bon, mais il faut trouver des valeurs ajoutées. Qu'est-ce que mon conseil va faire pour pouvoir, mon comité va faire pour mettre tout cela au clair. Et c'est là, les gens de l'industrie comprennent ce concept, mais les gens de la recherche, non. Quelqu'un d'autre veut-il ajouter quelque chose? Andrew? Ben, il y a quelqu'un parmi toutes les personnes ici qui aurait quelque chose à partager, une expérience
ou nous dire qu'on est tout à fait dans le champ ou qu'on ne sait pas de quoi on parle, ça serait bien. Je voudrais vous entendre. Ah, vous savez, Lyndon, tu sais toujours de quoi tu parles. Non, moi j'ai un conseil qui est très amicable. Manitoba, je l'ai créé moi-même, j'ai rassemblé les membres. Peut-être un peu trop amical, euh, mais ils sont aussi très connectés à l'industrie. Et il y a plusieurs associations des industries qui représentent une vue d'ensemble, qui représentent plusieurs domaines, parce que le problème que j'ai, c'est plusieurs des compagnies qui sont des clients et il y a des conflits d'intérêts et différents problèmes que j'en compte. Mais je ne sais même pas si je le fais bien. J'ai une liste de vérification, on a de bonnes réunions, on en a deux, mais je n'ai pas ce genre de conversation sur les stratégies. Et comme on l'a mentionné, je trouve que c'est difficile de présenter toute l'information que j'ai à leur présenter et d'avoir les réponses dont j'ai besoin. Et puis de dire, bon, si on parle de stratégie aussi, mais il n'y a jamais suffisamment de temps pour un comité de bénévoles, hein, ils sont consultatifs. C'est pas comme un conseil d'administrateur, là, où vous avez une certaine autorité, des certaines responsabilités fiduciaires et aussi bien consultatives. Alors voilà, c'est ma contribution. Eh bien, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Et honnêtement, je suis à mon poste depuis quoi? 5 ans. J'ai travaillé à échanger pendant 3 ans et demi sur ce comité consultatif, presque 5 ans. Et il fallait que je mène cela dans une direction différente, mais ça ne s'est pas passé en un jour. Ce qui m'a aidé, c'est deux choses. D'abord, de revenir aux termes et conditions, de parler à mon INSERC, à mon directeur de, enfin, je ne sais pas le nom, là, votre représentant, et de leur dire, bon, euh, qu'est-ce qui est important dans tout ça? Hein? À part pour la révision annuelle, la plupart du temps, vous devez leur donner un survol de comment les choses se déroulent du point de vue bon, des revenus, d'une part, mais c'est ouvert. C'est à vous de décider comment, quelle approche vous allez utiliser. Et une fois que j'ai réalisé ça, et bien là, je peux le mettre à l'échelle et livrer suffisamment. Et même là, c'était beaucoup trop déjà. Et alors que j'ai plus de partenaires de l'industrie, je me dis, bon, que l'aspect confidentialité, oui, mais il faut que je sorte j'ai des noms, etc. Alors, on en est à un point où l'on pourrait presque publier ce que je leur présente sur une base régulière. Je le fais 4 fois par année parce que c'est simplement des graphiques linéaires qui montrent des catégories et des revenus. Alors, je me suis même débarrassé des catégories. Voici les revenus, voici où on est avec l'argent financier, bon, et les revenus. Mais alors, la question est, avec quoi avons-nous besoin d'aide? J'ai commencé avec l'idée de conditionner le comité à comprendre ce qu'il devrait faire aussi, qu'est-ce qu'il voudrait faire. Alors, j'ai mis en place quelqu'un que je connaissais qui avait des connaissances à faciliter ce genre de choses comme président intérimaire. Et nous avons travaillé ensemble pour faire un atelier sur ben, qu'est-ce que ça veut dire que d'être membre d'un comité. Et une fois que l'on a fait cela, on commence à voir à quoi eux réagissent, et l'exercice mental par la suite de dire alors où sont ces habiletés dont j'ai besoin. Par exemple, moi, je me suis dit, il faut que j'ai un avocat là sur mon comité. J'ai tellement de questions où j'ai besoin de conseils légaux. Alors, voilà, que ce soit même à un niveau de notions ou comptables ou de représentants de différents secteurs. Et quand on commence à faire cela, eh bien, ça se déroule de façon organique parce qu'on a mis les choses sur une certaine voie. Et Et éventuellement, on voit ceux qui ne sont pas
qui n'ont pas grand-chose à faire sur le comité, qui ne sont pas au bon endroit. Pas de leur faute, mais peut-être qu'ils font partie d'une organisation dont vous avez besoin, vous. Alors, comment faire pour qu'ils se sentent à l'aise? Une des choses que j'ai commencé à faire, c'est d'amener de nouvelles recrues. Donc, je me sur mon représentation de NSERC et je m'assure que l'unité comprenne que tout le monde, ça c'est dans les termes et conditions, que tout le monde soit approuvé par mon représentant. Alors, je sais bon, je suis à 99% sûr que les gens ne vont pas s'en prendre à moi. Et c'est une façon de dire, bon, ça c'est bon, mais il faut d'abord qu'on passe à travers le représentant de NSERC. Et puis, au fur et à mesure, en chemin faisant, on discute. Euh, je leur donne une idée un peu de ce qu'on recherche. On ne veut pas les voir échouer. Et tout ça peut aider. That's what I found. Anyway. C'est ce que j'ai trouvé, de toute façon. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui, si vous voulez faire cet exercice présenté par Linden, et si vous voulez quelqu'un avec qui faire un suivi, je vais passer à travers cet exercice et je pourrais partager où j'ai mis mon conseil et d'autres peuvent le faire également. Je ne sais pas là si on peut le mettre dans le clavardage. On pourrait faire un petit comité de travail et partager où nous en sommes entre nous et où notre développement et voir où il y a des manques et aller de l'avant. Alors, il faut établir des responsabilités. Ça, c'est ma responsabilité. Je vais le faire. S'il y a quelqu'un ici qui veut avoir la police de l'imputabilité et les aider, envoie-moi un courriel ou dire oui, on peut se reparler dans 2, 3 semaines, voir où on en est avec nos cartes du comité, travailler ensemble pour qu'on ait un conseil ou un comité plus fonctionnel. C'est mon engagement à toute personne qui est encore en appel aujourd'hui. Alors, d'accord? Alors, je crois qu'on a terminé, mais si quelqu'un veut aller dans les autres sections de RTP, voir s'il y a quelque chose que vous voulez faire là. Sinon, il y a une session de réseautage. C'est un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, merci Tonia, merci Linden, au revoir tout le monde.